À première vue, on dirait de la magie. Après tout, quel est donc ce métal qui, au lieu de teinter, de se plier ou de rester sagement sous forme de bloc dans la paume de votre main, se disperse en gouttelettes argentées, comme le T1000 en métal liquide? Bonjour à toutes et à tous. En effet, si l'humanité a longtemps cru que cette substance apportait des bienfaits extraordinaires, elle a fini par découvrir, à l'image du célèbre film de Cameron, qu'elle était en réalité l'un des métaux les plus redoutables et les plus dangereux de notre planète. Bienvenue sur Perduchan. Aujourd'hui, nous allons parler du mercure. C'est parti. Le plus ancien des métaux. Dire que le mercure a été découvert n'est pas tout à fait exact. Le mercure n'a ni une date de naissance éclatante consignée dans les archives scientifiques, ni un scientifique précis à qui l'on devrait sa première présentation au monde. Bien avant tout cela, l'humanité connaissait déjà le mercure à travers le cinabre, un minerai d'un rouge éclatant, c'est-à-dire le sulfure de mercure. Le cinabre était utilisé bien avant que la chimie ne devienne une véritable discipline scientifique, comme pigment, matériau décoratif, support pour les rituels, cosmétiques et même remèdes. On ignore à quel moment les hommes ont appris à extraire le mercure du cinabre, mais cette technique était déjà connue dans la Chine et l'Inde antique dès le 2e millénaire avant notre ère. Dans l'Antiquité, le mercure était considéré comme l'un des 7 métaux. Toutefois, cette notion était quelque peu différente de la définition moderne d'un métal. Les 7 métaux étaient associés aux 7 planètes connues à cette époque. Parmi elles figuraient les 5 planètes visibles, mais aussi le Soleil et la Lune. Le mercure était associé à la planète Mercure. La raison exacte de cette association reste inconnue. Peut-être parce qu'il était aussi difficile d'attraper ces petites gouttes roulant rapidement que de repérer à l'œil nu la première planète du système solaire, si proche du Soleil, rapide et insaisissable. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui encore, dans de nombreuses langues, y compris l'anglais, la planète Mercure et le métal mercure portent le même nom. Le symbole chimique du mercure dans le tableau périodique, Hg, est l'abréviation du nom latin Hydriargyrum, lui-même issu du grec hydriargyros, qui signifie eau d'argent. En raison de son apparence, le grec ancien lui donnait également un autre nom, Chytos argyros, c'est-à-dire argent liquide. Autrement dit, les hommes avaient déjà remarqué depuis la plus haute antiquité que le mercure ressemblait à de l'argent fondu. Cette propriété si particulière a nourri son aura de mystère pendant des siècles. Les alchimistes considéraient le mercure comme l'une des substances fondamentales de l'univers. À leurs yeux, il réunissait simultanément des propriétés opposées. Il était à la fois métal et liquide, lourd et fluide, brillant et insaisissable. D'ailleurs, dans l'alchimie médiévale, on pensait que le mercure était à l'origine de tous les métaux et que le cuivre, l'argent et l'or ne différaient que par leur degré de pureté. Si les philosophes de la nature de cette époque en étaient arrivés à cette conclusion, c'est probablement parce que le mercure possède la remarquable propriété de former très facilement des alliages avec de nombreux métaux. Ces alliages sont appelés des amalgames. Les amalgames étaient notamment utilisés pour la dorure ainsi que pour l'argenture des miroirs. Le mercure, un métal plein de surprises. Le mercure est l'un des rares métaux qui reste à l'état liquide à température ambiante. Son point de fusion étant extrêmement bas, aux alentours de moins 39 degrés centigrades, il est pratiquement impossible de voir du mercure solide en dehors d'un laboratoire ou d'un hiver glacial en Antarctique. À 357 degrés, le mercure entre en ébullition et se transforme presque instantanément en vapeur. Le mercure se comporte comme s'il était vivant. Ces gouttelettes ressemblent à des petites sphères qui glissent avec aisance, se rejoignent, puis se séparent à nouveau quelques instants plus tard. De plus, lorsqu'on renverse du mercure, il ne s'étale pas en une flaque comme la plupart des liquides auxquels nous sommes habitués. S'il existait quelque part, sur une planète inconnue, des rivières ou des lacs de mercure, leurs bords seraient probablement bombés et leurs éclaboussures prendraient la forme de sphères, offrant un spectacle tout à fait insolite. Les propriétés si particulières de cet argent liquide s'expliquent par plusieurs caractéristiques propres à la structure de ses atomes. Les électrons de sa couche externe étant attirés avec une force exceptionnelle vers le noyau, les atomes du mercure ont du mal à former une structure cristalline stable.
Par conséquent, les atomes de mercure se comportent presque comme ceux d'un gaz noble, et des liaisons métalliques qui les unissent sont extrêmement faibles. C'est précisément pour cette raison que le mercure ne peut pas être solide à température ambiante. En revanche, le mercure possède une densité remarquablement élevée. Un seau de 10 litres rempli de mercure pèserait environ 135 kg. S'il n'était pas aussi toxique, il aurait peut-être même pu servir à fabriquer du matériel d'entraînement pour l'haltérophilie. Un métal rare. Comparé à la plupart des autres métaux, le mercure est relativement rare sur Terre. Pendant la majeure partie du Moyen-Âge, par exemple, un seul gisement était connu en Europe, celui situé en Espagne. Le deuxième gisement ne fut découvert qu'à la fin du XVe siècle, dans la région correspondant aujourd'hui à la Slovénie. De plus, comme le mercure se combine très peu avec les principaux éléments qui constituent la croûte terrestre, ces gisements présentent souvent des concentrations exceptionnellement élevées. Il était donc relativement facile à exploiter, même avec des techniques rudimentaires, ce qui compensait en partie sa rareté. Dans l'Antiquité, la principale source de mercure était la mine d'Almadène. Les conditions de travail étaient si éprouvantes et si toxiques que les autorités romaines n'y envoyaient que des criminels et des esclaves. C'était pratiquement une condamnation à mort. Rares étaient ceux qui parvenaient à survivre plus de 3 ans dans les mines d'Almadène. Autrement dit, l'humanité semble avoir compris très tôt que le mercure pouvait être dangereux, en particulier lorsqu'on y était exposé quotidiennement pendant une longue période. Malgré cela, on continua à tenter d'utiliser le mercure pour traiter diverses maladies infectieuses, des affections cutanées ainsi que des troubles du système digestif, avec des résultats très variables. Bien entendu, il nous est aujourd'hui difficile de juger si ces remèdes étaient réellement efficaces ou s'ils méritaient d'être utilisés. En effet, des médicaments bien plus sûrs et ne contenant pas de mercure ont été mis au point depuis longtemps. Alors, intéressons-nous plutôt à une légende. Dans l'alchimie chinoise, les remèdes contenant du mercure étaient considérés comme des élixirs capables de prolonger la vie. Le premier empereur à avoir unifié la Chine, Qin Shi Huang, était terrifié à l'idée de vieillir et de mourir. Les alchimistes de sa cour préparèrent donc des pilules d'immortalité à base de mercure et de jade. L'empereur consomma régulièrement ces pilules toxiques. Cette pratique finit par provoquer chez lui une grave paranoïa et de profonds troubles mentaux avant qu'il ne meure à l'âge de 49 ans. Selon une légende rapportée par l'historien Sima Qian, le mausolée de Qin Shi Huang reproduisait l'ensemble de son empire en miniature, où, en guise de rivière et de mer, du mercure pur circulait grâce à un ingénieux système de pompes mécaniques. Fait intéressant, les recherches archéologiques modernes menées sur la colline qui abrite ce mausolée semblent confirmer en partie cette légende. Les concentrations de vapeur de mercure mesurées aux alentours dépassent de plusieurs centaines de fois les valeurs normales, ce qui explique pourquoi les fouilles des espaces intérieurs n'ont toujours pas commencé. Les 3 niveaux de danger. Lorsque les premiers instruments de précision, comme les thermomètres, furent inventés, ils utilisaient de l'eau ou de l'alcool. Cependant, ces appareils étaient très encombrants et peu pratiques. Une fois de plus, c'est le mercure qui permit de résoudre ce problème. Grâce à sa très forte densité, à sa grande sensibilité aux variations de l'environnement et à son éclat métallique, la colonne de mercure est parfaitement visible à travers le verre. Aujourd'hui, les thermomètres et les manomètres à mercure sont progressivement remplacés par des modèles électroniques et disparaissent peu à peu. Malgré cela, on peut encore les voir en service dans de nombreux hôpitaux, même dans les pays les plus développés. Tous ceux qui ont connu l'époque où les thermomètres à mercure étaient la norme ont certainement entendu dire qu'il ne fallait surtout jamais les casser. Et si cela arrivait malgré tout, il fallait récupérer le mercure le plus rapidement possible et faire appel à une équipe spécialisée dans la décontamination au mercure. Mais pourquoi donc ? Arrêtons-nous un instant pour examiner en détail les dangers du mercure selon les différentes formes sous lesquelles il se présente. Commençons par le mercure élémentaire, c'est-à-dire le mercure métallique Hg exposant 0. Comme nous l'avons déjà expliqué, le mercure possède une tension superficielle extrêmement élevée, ce qui fait qu'il ne mouille pratiquement aucune surface. En théorie, il est donc possible de toucher une bille au mercure. Ce métal toxique adhère très peu à la peau et ne peut pratiquement pas traverser celle-ci pour pénétrer dans l'organisme. En réalité, contrairement à ce que prétendent de nombreuses légendes urbaines,
Le mercure métallique est relativement peu réactif sous cette forme. Même si une personne avalait accidentellement une bille au mercure et que celle-ci atteignait son système digestif, à peine 0,01% serait absorbé par l'organisme, tandis que la quasi-totalité serait naturellement éliminée. En effet, les sucs gastriques ne sont pas capables de dissoudre efficacement un métal pur. Bien entendu, cela ne signifie absolument pas qu'il soit recommandé d'en faire l'expérience. Pourquoi ? Parce que le mercure s'évapore facilement, même sous l'effet de la chaleur de la main, et que ce sont précisément ces vapeurs qui représentent le véritable danger. Jusqu'à environ 80% des vapeurs de mercure inhalées passent des poumons dans la circulation sanguine. Sous forme gazeuse, le mercure est une substance non polaire. Il traverse donc facilement la membrane des alvéoles pulmonaires, rejoint le sang et franchit sans difficulté la barrière hémato-encéphalique, ce système de protection chargé d'empêcher les toxines d'atteindre le cerveau. Une fois dans les tissus cérébraux, le mercure est oxydé en mercure divalent. Sous cette forme, il ne peut plus ressortir et commence à détruire les cellules nerveuses. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il ne faut jamais aspirer du mercure d'un thermomètre cassé avec un aspirateur. À l'intérieur de l'appareil, les gouttelettes sont fragmentées en particules encore plus fines, formant un aérosol hautement toxique qui se disperse ensuite dans toute la pièce. De plus, si le mercure renversé n'est pas récupéré, les petites billes roulent dans les moindres fissures, où elles continuent de s'évaporer lentement pendant longtemps. N'oubliez jamais que les vapeurs de mercure sont invisibles et totalement inodores. C'est pourquoi, lorsqu'on renverse de l'argent liquide, il vaut mieux ne pas s'en approcher inutilement et laisser sa récupération à des spécialistes. Une exposition prolongée aux vapeurs de mercure provoque une intoxication chronique, qui peut entraîner des tremblements, des troubles psychiques, ainsi que des dysfonctionnements de la glande thyroïde. Pendant des siècles, il s'agissait d'une maladie professionnelle qui touchait non seulement les mineurs travaillant dans les mines de mercure, mais aussi les artisans spécialisés dans la dorure et les ouvriers de l'industrie textile. Selon une théorie, c'est de là que viendrait l'expression anglaise « mad as a hatter », littéralement « fou comme un chapelier ». En effet, la fabrication des chapeaux utilisait alors un traitement du feutre faisant appel au mercure. Vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est notamment grâce à Lewis Carroll et à son chapelier fou dans Alice au pays des merveilles que cette expression est devenue célèbre dans le monde entier. Les composés inorganiques du mercure sont encore plus dangereux. Les plus connus sont le calomel, c'est-à-dire le chlorure mercureux, et le sublimé corrosif, autrement dit, le chlorure mercurique. Pendant des siècles, le calomel a été utilisé en médecine comme laxatif et comme diurétique. Il était prescrit pour pratiquement tout, depuis la constipation jusqu'aux prétendues cures de purification de l'organisme. Au XIXe siècle, les préparations à base de calomel étaient si répandues que de nombreux patients développaient une intoxication chronique au mercure au cours de leur traitement. Leurs dents tombaient, leurs gencives s'enflammaient, puis apparaissaient des tremblements, un profond affaiblissement et de graves atteintes du système nerveux. Il fallut énormément de temps avant que les médecins ne comprennent que c'était le médicament lui-même qui détruisait lentement leurs patients. Le sublimé corrosif acquit, quant à lui, une réputation encore plus effrayante. Pendant très longtemps, il fut considéré comme l'un des poisons les plus redoutables, capable de tuer rapidement tout en infligeant d'atroces souffrances. Contrairement au mercure métallique, le sublimé corrosif est très soluble dans l'eau et est facilement absorbé par l'organisme. Une fois dans le corps, il provoque de graves brûlures chimiques des muqueuses de l'estomac et des intestins. Des douleurs insupportables apparaissent, accompagnées de vomissements de sang et de lésions sévères des organes internes. Les reins sont particulièrement touchés. Le sublimé corrosif détruit littéralement leurs tissus, provoque une néphropathie nécrosante et peut entraîner une insuffisance rénale mortelle en seulement quelques jours. Pourtant, malgré son extrême dangerosité, le sublimé corrosif continua pendant longtemps à être utilisé comme agent antiseptique, désinfectant et même comme produit de traitement du bois, jusqu'à ce que le monde médical comprenne enfin à quel point les composés hydrosolubles du mercure étaient dangereux. Mais le plus redoutable de tous est sans doute le mercure organique. Le diméthylmercure fait véritablement partie des substances les plus dangereuses qui existent. Il s'agit d'un composé organomercuriel d'une toxicité extrême, considéré comme l'un des composés chimiques les plus dangereux au monde. Aujourd'hui, il n'est pratiquement plus utilisé. La principale raison est un accident tragique qui a démontré que, même avec toutes les connaissances accumulées sur le mercure,
les mesures de sécurité modernes peuvent parfois s'avérer insuffisantes. Voici l'histoire de Karen Wetterhahn. Elle était professeure de chimie à l'université Dartmouth aux États-Unis et une spécialiste de renommée internationale des métaux toxiques. En août 1996, Karen Wetterhahn effectuait une expérience utilisant du diméthylmercure comme étalon pour la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire. Elle connaissait parfaitement les dangers de cette substance et respectait scrupuleusement toutes les consignes de sécurité en vigueur à l'époque. Elle travaillait sous une hotte aspirante, portait des lunettes de protection et des gants jetables en latex. Au cours de la manipulation, 2 gouttes de diméthylmercure tombèrent accidentellement sur le dos de sa main gauche. Karen ne pensa pas que cela était grave. Elle retira soigneusement ses gants, se lava les mains et jeta l'équipement de protection. Elle ne le savait pas. Le diméthylmercure possède en effet la capacité exceptionnelle de traverser instantanément le latex ordinaire. En moins de 15 secondes, le liquide avait traversé les gants et pénétré directement dans son organisme à travers la peau. Les premiers symptômes n'apparurent que 5 mois plus tard, en janvier 1997. Karen commença à trébucher en marchant et son élocution devient progressivement de plus en plus difficile. Les analyses révélèrent que la concentration de mercure dans son sang dépassait de plus de 80 fois le seuil de toxicité. Pendant tout ce temps, les molécules de diméthylmercure avaient lentement, mais irréversiblement, détruit son cerveau. Les médecins entreprirent un traitement intensif par chélation, destiné à fixer les métaux lourds afin de les éliminer de l'organisme. Mais son état continua de se dégrader rapidement. 3 semaines seulement après l'apparition des premiers symptômes, elle tomba dans un état végétatif. En juin 1997, Karen Wetterhahn s'éteignit, restant à jamais figée à l'âge de 48 ans. Naturellement, cet accident obligea la communauté scientifique à revoir en profondeur les normes de sécurité. L'utilisation de gants multicouches spéciaux en polymère fluoré, associés à des protections rigides, devint obligatoire et la manipulation de cette substance fut désormais évitée presque partout. Le méthylmercure, quant à lui, ne tue pas simplement parce que 2 gouttes tombent sur une paire de gants. À première vue, il paraît donc moins effrayant que le diméthylmercure. Pourtant, c'est précisément là que réside son véritable danger. Le méthylmercure est produit lorsque des micro-organismes présents dans les sédiments transforment le mercure inorganique rejeté dans les milieux aquatiques. Il s'accumule ensuite progressivement tout au long de la chaîne alimentaire. Cette substance s'accumule de plus en plus dans l'organisme des poissons et d'autres créatures marines. Et chaque fois qu'un grand poisson prédateur dévore un plus petit, la concentration de toxines augmente encore. En effet, il conserve le méthylmercure déjà accumulé dans son propre organisme, tout en absorbant celui contenu dans ses proies. L'un des cas les plus célèbres d'intoxication collective au méthylmercure s'est produit au milieu du XXe siècle, dans les années 1950, dans la ville de Minamata. Pendant de nombreuses années, les habitants de la région avaient consommé les poissons pêchés dans la baie du même nom. Or, cette baie recevait les eaux usées d'une usine de la société Shiso, qui utilisait des composés du mercure pour fabriquer de l'acétaldéhyde. À la suite de cette tragédie, les graves troubles neurologiques provoqués par une intoxication au méthylmercure provenant des produits de la mer contaminés furent baptisés « maladie de Minamata ». Puis, en 2013, la convention de Minamata sur le mercure fut adoptée à Kumamoto et ouverte à la signature. Ce traité international porte précisément le nom de cette tragédie. Les pays qui l'ont ratifié se sont engagés à interdire la fabrication, l'exportation et l'importation de certains appareils et équipements contenant du mercure. Malgré cela, le mercure reste aujourd'hui encore indispensable dans plusieurs technologies de pointe. Il a même existé des projets de moteurs ioniques avancés utilisant du mercure ou du césium comme propergol, capables, en théorie, de propulser des fusées spatiales à des vitesses bien supérieures à celles d'aujourd'hui. C'est pourquoi, malgré tous les dangers qu'il représente, le mercure demeure malheureusement un matériau dont les ingénieurs comme les scientifiques ne peuvent pas totalement se passer. Voici pourquoi il ne faut jamais l'oublier. On peut admirer les propriétés physiques extraordinaires du mercure, mais uniquement de loin. Il ne faut jamais le toucher directement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à la partager avec vos amis. Merci de votre attention. À très bientôt. Au revoir.